Elle s'agrippe à un bouquet dérisoire offert par une amie, se lamentant avec emphase en découvrant que les pétales sont déjà en train de rendre l'âme. Son paternel, une calamité au volant, opte pour un prétendu raccourci qui s'avère manifestement être un chemin forestier délabré. Cette piste isolée les enfonce plus loin dans une forêt lugubre où Chihiro distingue une statue absolument perturbante qui la dévisage depuis le feuillage. Sans la moindre surprise, la voie s'interrompt brutalement devant l'entrée béante d'un tunnel colossal et menaçant. Ses géniteurs considèrent cette entrée de parc d'attractions désaffectée comme une charmante petite virée, bien que cela inspire à Chihiro une angoisse viscérale. Elle discerne sur le champ l'idée d'une stupidité monumentale que cela représente, mais ses parents irréfléchis la persuadent d'entrer avec eux malgré tout. Ils remorquent leur fille pétrifiée à travers le tunnel pour émerger dans ce qui ressemble à une prairie désolée et vide. Le paysage tout entier hurle un avertissement. « Tirez-vous, bande de crétins !» Mais bien entendu, il n'y accorde aucune attention. Après avoir déambulé à travers un lit de rivière à sec, ils gravissent un escalier pour découvrir une rue bordée de restaurants silencieux et fantomatiques. L'arôme d'une chair exquise les attire vers le seul établissement qui est, de façon inexplicable, achalandé jusqu'au plafond. Sans un chat à l'horizon, ses parents écervelés conçoivent le plan génial de commencer à s'enfiler le banquet tout entier. Chihiro s'insurge à juste titre contre cette témérité, mais ses parents sont déjà en train de s'engouffrer la nourriture dans le gosier comme des pourceaux gloutons. Il lui assure qu'il dispose de cartes de crédit et de pognon, comme si ça possédait la moindre putain de valeur dans une cité spectrale. Dégoûté, Chihiro s'éloigne pour explorer les alentours tandis que ses parents s'obstinent dans leur goinfrerie. Elle tombe nez à nez avec un établissement de bain gargantusque et ostentatoire qui paraît complètement incongru dans ce décor désaffecté. Soudain, un garçon du nom de Haku surgit et lui lance un avertissement. Elle doit retraverser la rivière avant la tombée du jour. Elle détale pour retrouver ses géniteurs, uniquement pour découvrir qu'ils s'empiffrent toujours, s'étant désormais littéralement changés en énormes putains de porcs. Alors que la nuit tombe, des silhouettes spectrales et étranges apparaissent dans chaque écope et les rues désertes s'animent d'esprits tourmentés. Les lanternes s'allument à l'unisson, dévoilant un royaume dont elle n'aurait absolument jamais dû être le témoin. Chihiro terrifie en retraite pour sauver sa peau, coupée des créatures qui furent autrefois ses parents. Elle court éperdument vers le lit de la rivière qu'ils vont franchir, sa seule issue hors de cette effroyable réalité. Le cours d'eau jadis asséché a débordé pour se muer en une mer tentaculaire et infranchissable, la coinçant dans ce putain de royaume spirituel. Pour parachever cette situation désastreuse, elle baisse les yeux et observe son propre corps devenir diaphane. Elle est littéralement en train de se désagréger car elle est une intruse humaine dans un territoire défendu. Au moment précis où elle pense s'évanouir dans le néant, Haku la repère blottie dans l'ombre. Il lui signifie qu'elle doit consommer de la nourriture de ce royaume, sans quoi elle se volatilisera complètement. Il lui fourre une petite baie dans la bouche, s'assurant qu'elle ne subira pas la même métamorphose que ses imbéciles de parents. Elle avale la bouchée et sa forme physique regagne aussitôt sa solidité. Par malheur, elle se retrouve magiquement clouée au sol jusqu'à ce que Haku puisse réciter une incantation pour la délivrer. Il l'entraîne discrètement à l'écart d'une créature aviaire à tête de femme, expliquant qu'il s'agit d'une espionne à la solde de la sorcière qui régit ce trou à merde. La situation tout entière est une catastrophe absolue et elle est complètement à la merci de ce garçon énigmatique. Haku lui stipule clairement que pour éviter de se faire buter, elle doit dégoter un putain de travail au bain public. Si elle baque ses corvées, la sorcière en chef, Yubaba, la changera en animal, la condamnant à rester éternellement dans ce lieu. Il se glisse à travers les passages dérobés de la Cité des Esprits en direction du colossal établissement de bain. Pour y pénétrer, il doit franchir un long pont qui fourmille de tous les types d'esprits imaginables venus en client. Haku, lui, jette un sortilège pour la rendre invisible, mais le hic, c'est qu'elle doit retenir son souffle pendant toute la traversée. Elle y parvient presque, mais un employé grenouille grande gueule la fait tressaillir en interpellant Haku et elle halète de panique. Par chance, seul le préposé grenouille semble la remarquer et Haku enferme aussitôt le petit crétin dans une bulle de silence magique. Haku lui enjoint de trouver un homme nommé Kamaji, le chauffeur de la chaudière, et de le tanner jusqu'à ce qu'il lui confie un emploi. Elle dévale un escalier en bois absurdement précaire et dépourvu de rampe, un véritable traquenard mortel. Au sein de la chaufferie, elle découvre une scène de chaos orchestrée par Kamaji, un homme à barbe qui manœuvre 6 longs bras, et commande une légion de petites noiraudes qui sont pour l'essentiel des moutons de poussière magique acheminant du charbon jusqu'à la fournaise. Elle implore le vieil homme de lui donner du travail, mais il rétorque en grommelant que ses effectifs sont déjà au complet. Chihiro remarque une minuscule noiraude qui ploie sous un lourd morceau de charbon, alors elle le ramasse pour aider la petite créature. Kamaji lui aboie dessus de terminer la tâche qu'elle a commencée, alors elle jette elle-même le bloc dans la fournaise. Toutes les autres noiraudes simulent alors l'épuisement dans une démonstration théâtrale, cette bande de petites feignasses.
Une jeune femme du nom de Lane entre avec de la nourriture pour Kamaji et reste absolument sidérée de découvrir un être humain sur les lieux. Komaji improvise un alibi bidon pour Chihiro, affirmant qu'elle est sa petite fille et priant Lin de l'escorter jusqu'à Yubaba. Lin n'acquiesce qu'après que Kamaji l'a soudoyé avec un fichu triton rôti sur un bâton. Elle aboie sur Chihiro de remercier le vieil homme car il a sérieusement mis sa putain de peau en jeu pour elle. Elles empruntent une série d'ascenseurs pour atteindre les appartements plaqués hors de Yubaba tout au sommet. Elle croise de nombreux clients insolites de l'établissement, dont un que Lin identifie comme étant un esprit radis. Un préposé à l'ascenseur, ne voyant pas Chihiro, fait la remarque que Lin empeste l'humain. Lin distrait adroitement l'attention du préposé avec le triton rôti, tandis que Chihiro se faufile dans l'ascenseur final. Elle parvient finalement à une cour dotée de 2 portes massives et d'un heurtoir qui lui parle avec condescendance, la jugeant pathétique. Les portes s'ouvrent en grand et une voix lui ordonne d'entrer, l'attirant magiquement à travers la demeure jusqu'à une chambre éclairée par un âtre. Là, elle fait face à Yubaba, une sorcière à la tête énorme et grotesque, dont le visage évoque un pruneau fripé. Des têtes vertes tranchées rebondissent dans la pièce, tels des jouets vivants et déments. Chihiro prend son courage à 2 mains et demande un emploi, mais Yubaba balaie sa requête, la qualifiant de stupide et tente de lui sceller magiquement la bouche. La sorcière se gausse de la pitoyable fragilité humaine de Chihiro. Chihiro démontre une force de caractère inattendue et persiste, exigeant un travail à plusieurs reprises en dépit des conneries de la sorcière. Leur face-à-face est interrompu lorsque le bébé colossal de Yubaba, Bo, se réveille et se lance dans un caprice monstre. Yubaba blâme immédiatement Chihiro pour avoir dérangé le sale gosse. Finalement, contrainte par le serment magique qu'elle a prononcé d'offrir un emploi à quiconque en fait la demande, Yubaba finit putain par céder. La sorcière fait apparaître magiquement un contrat et oblige Chihiro à signer le document. Tandis qu'elle signe, Yubaba dérobe par magie tous les kanji du nom de Chihiro sur le document à l'exception d'un seul. La vieille carne déclare sans aucune vergogne que le nom de Chihiro est désormais sa putain de propriété. Interprétant l'unique caractère restant, Yubaba décrète « À partir de maintenant, ton nom est Sen ». Haku se matérialise alors, feignant d'ignorer qui allait, et déclare qu'il formera Sen à ses nouvelles fonctions. Il lui signifie froidement qu'elle est dorénavant tenue de s'adresser à lui en l'appelant Maître Haku. Aucun des autres membres du personnel ne veut de Sen dans sa section, se plaignant que l'immonde puanteur humaine contamine tout le secteur. Haku assigne Sen à Lin, vu que cette dernière s'était lamentée d'avoir besoin d'une adjointe. Lin raccompagne Sen jusqu'à leur modeste quartier et lui balance un uniforme de travail. Elle intime à Sen de se méfier de Haku car il est le putain de larbin personnel de Yubaba. Cette nuit-là, une voix tire Sen de son sommeil, le murmuron de la rejoindre sur le pont pour une visite à ses parents pour Sceaux. Elle y trouve Haku, qui la conduit secrètement jusqu'à l'énorme porcherie. Elle identifie 2 porcs endormis comme étant ses parents et formule le vœu larmoyant et désespéré de les sauver, putain! Haku lui restitue ses vêtements d'origine ainsi qu'une carte sur laquelle est inscrit son véritable nom, Chihiro. Il la prévient que Yubaba a servi les gens en dérobant leur nom et que Sen ne doit jamais oublier le sien. Haku confesse alors qu'il a lui-même oublié son propre nom, la raison même pour laquelle il est éternellement coincé dans cet abîme. Au moment de son départ, Sen aperçoit un dragon blanc s'élever dans le ciel et comprend qu'il s'agit de Haku. Le jour suivant, Sen observe un esprit masqué et silencieux debout sous l'averse et stupidement lui laisse la porte du jardin entr'ouverte. Cette créature troublante, connue sous le nom de Sans-Visage, la suit à l'intérieur en se traînant silencieusement. Par la suite, l'établissement de bain accueille un client qui ressemble à un amas de boue mobile, un soi-disant esprit putride. Yubaba, toujours aussi opportuniste, confie à Sen la tâche immonde de nettoyer cette entité. Et en tentant de laver, Sen remarque un grand objet semblable à une écharpe plantée dans le flanc de l'esprit. Avec le concours de toute l'équipe, il tire sur la prétendue écharde et extrait une montagne de détritus maudits du corps de l'esprit. Débarrassé de cette souillure, il révèle sa véritable identité, un vénérable esprit de la rivière. Il gratifie Sen d'une petite boulette médicinale et abandonne une véritable montagne d'or pour l'établissement de bain, une putain d'aubaine. Tandis que le personnel célèbre avec cupidité, le sans-visage se met à appâter les employés avec des pépites d'or qu'il matérialise de ses putains de mains. Le préposé grenouille cupide du pont s'approche de lui et se fait immédiatement gober d'une seule bouchée. Les sans-visages, s'exprimant désormais avec la voix de la grenouille, entament un carnage terrifiant, engloutissant tout et n'importe qui sur son passage. Il enfle jusqu'à devenir un monstre grotesque et boursouflé, projetant de l'or à tout va et exigeant une attention de tous les instants. Pendant tout ce temps, la main de char monstrueux beugle sans relâche le nom de Sen. Au même moment, Sen voit Haku, sous sa forme de dragon, se faire sauvagement déchiqueter dans le ciel par une nuée d'oiseaux en papier. Le dragon ensanglanté s'écrase dans l'établissement de bain et Sen se précipite derrière lui, affolé à l'idée de lui porter secours. Un des oiseaux en papier se colle discrètement sur son dos et la suit jusqu'aux appartements de Yubaba. Elle y découvre Haku qui vide son sang sur le tapis au seuil de la mort.
La créature de papier révèle sa véritable identité. C'est Zeniba, la sœur jumelle de Yubaba, et elle a une putain de dent contre elle. Zeniba est absolument furieuse parce que Haku, sur ordre de Yubaba, a volé son putain de seau d'or magique. Elle précise que le seau est frappé d'une malédiction qui blessera mortellement quiconque le dérobe. Zeniba métamorphose alors le gigantesque bébé de Yubaba en une petite souris potelée. Haku, avec sa dernière once d'énergie, tranche en deux le double de papier de Zeniba. Le contre-coup de l'attaque les projette, lui et Sen, dans un puits jusqu'à la chaufferie. Kamaji déclare que Haku souffre d'une hémorragie interne et qu'il est foutu. En désespoir de cause, Sen force une partie du remède magique de l'esprit de la rivière dans la gueule de Haku. Il est pris de violentes convulsions avant de régurgiter le seau d'or de Zeniba ainsi qu'une limace noire et répugnante. Sen écrase instinctivement la limace sous son pied, l'oblitérant et brisant la connerie de contrôle mental que Yubaba avait infligée à Haku. Haku retrouve sa forme humaine mais demeure dans le coma, dans un état critique. Sen décide qu'elle doit se rendre à la demeure de Zeniba pour restituer le seau dérobé et réparer l'erreur fatale de Haku. D'abord, elle affronte le sans-visage boursouflé qui essaye de la corrompre avec des montagnes de trésors. Elle rejette ses offres abjectes et lui enfonce le reste du remède magique dans le gosier. Cela déclenche une régurgitation massive, lui faisant vomir les membres du personnel qu'il avait avalés et le réduisant à sa taille originelle. Sen guide alors le sans-visage désormais docile hors de l'établissement, flanqué du bébé souris et d'un oiseau hybride miniature. Ils embarquent à bord d'un train spectral et voyagent jusqu'à la chaumière de Zeniba dans un endroit nommé le fond du marais. Il se révèle que Zeniba est une très douce vieille femme, l'antithèse parfaite de sa sœur jumelle. Sen restitue le seau et Zeniba explique que c'est l'amour de Sen pour Haku qui a véritablement rompu son envoûtement. Haku, désormais rétabli, arrive sous sa forme de dragon pour la raccompagner. Pendant le vol du retour, un souvenir émerge et Shijiro se remémore le vrai nom de Haku. Il est l'esprit de la rivière Kohaku. Connaître son nom le libère à jamais de l'emprise de Yubaba. De retour à l'établissement de bain, Yubaba lui impose une dernière épreuve surnoise. Sen est mise au défi de jouer à trouver les parents parmi un enclos rempli de cochons. Elle inspecte les porcs et déduit brillamment la bonne réponse, déclarant qu'aucun d'entre eux ne sont ses parents. Le contrat se désintègre en poussière et elle est finalement libre de partir. Haku l'escorte jusqu'aux confins du royaume des esprits, lui jurant qu'ils se reverront un jour. Elle sprinte à travers le lit de rivière asséché et retrouve ses parents qui ont tout oublié de cette épreuve. Leur véhicule est couvert de poussière et de feuilles, suggérant qu'un temps considérable s'est écoulé. Alors qu'il démarre enfant, Shihiro, qui n'est plus une gamine craintive, affirme avec assurance « Je crois que je vais gérer cette merde ».